Bonsoir Christophe Ventura. Bonsoir. Merci d'être dans Europe Nuit. Cuba tourne une page historique. Fidel est mort. Il y a eu d'abord 7 nations cubaines coupées en deux. D'un côté ceux qui ont sauté de joie et de l'autre ceux qui se sont effondrés en larmes. C'est étonnant. Oui, enfin c'est étonnant, c'est à la mesure du choc que représente cet événement, qui en même temps n'est pas une surprise non plus. Je veux dire, c'était attendu depuis longtemps. Pour ceux qui se souviennent, pas plus tard que fin avril dernier, il y a à peine quelques mois, Fidel Castro lui-même avait annoncé à la fin du congrès du Parti communiste le fait que l'heure venait pour tout le monde et que pour lui elle venait, donc les choses étaient claires. Donc c'est pas une surprise, on n'est pas dans ce registre-là. Mais effectivement, la mort de Fidel Castro résonne dans les profondeurs de la société cubaine, parce que, indépendamment de ce que les uns ou les autres pensent des années de pouvoir de Fidel Castro et puis de la révolution cubaine, cette révolution-là et Fidel Castro appartiennent de facto au patrimoine historique de la nation cubaine. Ouais, mais il y a quand même un côté Kim Jong-il, ce peuple tout entier tombant à genoux, on s'en souvient, c'était en 2011, pleurant à chaudes larmes, alors qu'in fine c'était un horrible dictateur. Oui, mais je crois qu'on n'est pas du tout dans ce cas de figure. Pas dans le même registre. À Cuba. Non, pas du tout. Non, vraiment pas du tout. D'ailleurs, on remarquera que Cuba est le seul pays qui, suite à l'effondrement soviétique en 91 de l'Union soviétique, est le seul pays qui ne s'est pas effondré. Il n'y a pas eu à Cuba des grandes révolutions pour mettre à bas le gouvernement cubain. Non, on n'est pas en ce registre-là. Il y a toujours eu un soutien populaire, n'en déplaise aux détracteurs de Fidel Castro, avec les critiques légitimes qu'on peut lui faire, mais il y a toujours eu à Cuba un soutien très populaire à cette révolution-là, en particulier dans les générations précédentes. Et donc, les avis sont divisés, mais on n'est pas dans un registre où on est dans un pays sanguinaire comparable à celui que vous avez cité. Les choses avaient déjà un petit peu changé du temps de Raoul, notamment ce dégel opéré en partie, en petite partie par Barack Obama. Et avec Trump, est-ce qu'on ne risque pas de revenir en arrière ? C'est toute la question, en fait, c'est surtout celle-là. Ce qui est intéressant, c'est ce qui est l'ironie de l'histoire, c'est que elle passe et en même temps à peine, voilà, les choses se sont faites que tout d'un coup. La concomitance entre la disparition de Fidel Castro et l'arrivée à la Maison Blanche de ce 12e président que lui ne connaîtra pas, parce qu'il en a connu 11 avant Trump. C'est toute la question, parce que l'avenir de Cuba, c'est d'abord l'avenir de la relation entre les États-Unis et Cuba, pas que, mais beaucoup ça. Et de ce point de vue-là, le premier verrou, c'est les États-Unis. Après, on voit ce qu'on peut faire, mais d'abord il y a absolument, ça. Je veux dire, c'est les États-Unis qui imposent l'embargo qu'on connaît depuis 1962, etc. Enfin, tout le nœud de Cuba se tient dans la relation avec les États-Unis. Alors, vous me parliez de Donald Trump. Là encore, il fait preuve, il est assez imprévisible en réalité, puisqu'il a fait une campagne électorale où il a peu parlé d'Amérique latine en général, contrairement à ses prédécesseurs. Sauf du Mexique et un peu de Cuba, plutôt pour dire depuis le départ qu'il serait plus exigeant. Il disait toujours cette formule qu'il a redit hier d'ailleurs, make a better deal, c'est-à-dire en anglais avoir un meilleur accord pour les États-Unis, mais toujours en restant dans le cadre de la normalisation lancée simultanément par Raúl Castro et Barack Obama le 17 décembre 2014, en ne remettant jamais en cause le cadre. Et puis, arrivé aux élections, quelques jours avant, il a encore raidi sa position en disant « mais moi je vais défendre avant toute chose la liberté du peuple cubain », laissant entendre qu'il était prêt à aller plus loin dans la confrontation. Et là, hier, par voie de tweet, comme il nous habitue désormais depuis qu'il est élu, eh bien, il a dit que s'il n'y avait pas a better deal, donc encore une fois un meilleur accord pour la population cubaine et pour les États-Unis, il était prêt à rompre, à terminer. Il a dit « I will terminate », ça veut dire je mettrai fin à cet accord. C'est quoi le but du jeu ? Comment est-ce que vous l'analysez ? C'est une analyse personnelle, mais je pense qu'il faut rester mesuré, parce que aujourd'hui, il y a le candidat Trump, il y a le président élu. Voilà. Et puis il y aura le président tout court en fonction. Ça, c'est à partir du 20 janvier. Moi je pense que Donald Trump aujourd'hui est dans une stratégie qui vise plutôt sur la multifront, et qui vise plutôt à donner des discours et des gages à son électorat sur plusieurs dossiers en même temps. Taper ou radicaliser son discours sur Cuba, quelque part ne lui coûte pas trop cher, en particulier par rapport à certains électorats, quand en même temps il a un peu réduit sa pression sur le Mexique avec la question des migrants, où il a dit on va passer de 11 à 3 finalement, s'alignant sur les chiffres d'ailleurs de l'administration Obama actuelle. Donc si vous voulez, je pense qu'il faut comprendre que c'est un jeu de politique intérieure, et qu'aujourd'hui il peut radicaliser sur certains points et pour montrer des compromis sur d'autres.
Bon, une fois qu'il va arriver au pouvoir, ce sera là la vérité des prix, mais monsieur Trump devra aussi faire face à quelque chose de très simple, c'est que la majorité de l'opinion publique américaine est en faveur de la normalisation. Alors, en attendant, il y a le bal des chefs d'État qui doivent être présents, pas présents aux obsèques dimanche. Il y a clairement des gens qui veulent être vus et d'autres qui veulent pas être vus. Oui, c'est encore une fois, c'est à la mesure de... Il y a une part d'hypocrisie quand même dans tout ça. En tout cas, oui, une part d'hypocrisie. On appelle ça la diplomatie. Ça s'appelle la diplomatie. Voilà. Ça s'appelle la diplomatie. On a bien compris. Chacun envoie son signal en fonction de rapports de force, de rapports qu'il veut avoir ou pas, ou développer avec Cuba. À l'arrivée, ça montre bien le caractère singulier de Fidel Castro et polémique aussi du personnage. C'est vrai qu'on va avoir une bonne partie des présidents latino-américains et les médias disent beaucoup, surtout ceux de gauche, c'est vrai, mais pas que. Il faut savoir qu'il y aura le président Peña Nieto, mexicain, qui sera présent. Vous rappeler que les excellents rapports qu'a Cuba avec le Mexique depuis toujours, et d'ailleurs le fait que Peña Nieto soit à Cuba est un message qu'il envoie lui, par ailleurs, à Donald Trump. Donc il sera là, et c'est un président qu'on peut pas soupçonner d'être idéologiquement en accord avec le régime cubain. Donc il y aura ça. Il y aura aussi des officiels américains qui seront là, on l'a pas assez dit. Il y aura pas de délégation officielle, mais il y aura Ben Rhodes, qui est le conseiller stratégique, un des conseillers stratégiques de Obama, et l'actuel diplomate en chef américain à la Havane, monsieur De Laurentiis, qui seront là. Et puis certains qui seront pas là, mais disons la Chine, la Russie, pas mal de pays européens, toute l'Amérique latine et une bonne partie de l'Afrique seront présents, représentés aux obsèques. Christophe Ventura, le risque de l'émancipation de Cuba, c'est quoi? C'est que ça devienne une énième station de vacances, une énième station touriste. Il y a un effet pervers aussi d'un autre côté à ce que cette Havane qu'on connaît avec ses cigares, avec son rythme très lent, avec ses voitures des années 50 reste telle qu'elle. C'est quand même assez étonnant. Oui, l'histoire passe. Donc Cuba ne restera pas de toute façon, disons, cette Cuba qu'on a en tête, que vous avez décrit là. L'histoire passe. D'ailleurs, la mort de Castro nous rappelle simplement que l'histoire passe. Simplement, ce que vous dites sur l'île à touristes, c'est ce qu'a été Cuba avant 59, qu'on appelait, permettez-moi, le langage familier, mais on l'appelait le bordel des États-Unis, à juste titre. Si vous voulez, je pense que les Cubains sont attachés à ne pas le revenir. Voilà. Maintenant, ça va être les enjeux, les défis de demain pour les gouvernements cubains. Donc ce sont les Cubains eux-mêmes qui vont essayer de préserver. Ce sont les Cubains eux-mêmes qui vont essayer de préserver, en tout cas, ce qu'ils ont acquis, c'est-à-dire leur souveraineté, chèrement payée. Et je pense qu'à partir de là, il y a plusieurs scénarios qui sont possibles. Mais en tout cas, il est sûr que Cuba va évoluer et que le Cuba du 21e siècle ne sera pas celui du 20e. Aux Cubains de décider s'ils conserveront les principes qu'ils ont gagnés ou pas. Mais je pense qu'aujourd'hui, la majorité des Cubains sont pour ne pas redevenir ce qu'ils ont été il y a quelques décennies. Merci Christophe Ventura d'avoir été avec nous dans Europe Nuit.